Bonjour à tous, bienvenue aux auditeurs, aux spectateurs de notre podcast, le 7e dans la série réalisé par MCG sur un sujet d'actualité qui est le regard croisé sur la cybersécurité et la résilience d'un territoire. Nous accueillons aujourd'hui Monsieur le gouverneur Gilles Mayeux de la province du Brabant Wallon. Gilles, bonjour. Bonjour. Alors, peut-être pour démarrer, Gilles, pourrais-tu te présenter en quelques mots dans ta fonction aujourd'hui qui est celle de gouverneur de la province du Béoul? Alors, bien volontiers. Donc, le gouverneur, c'est à la fois quelqu'un qui a des missions administratives, des missions de représentation. Donc, je représente le gouvernement fédéral, le gouvernement wallon au sein du territoire provincial. Mais j'ai surtout des compétences en matière de sécurité. Et c'est l'essentiel de mon travail. Et c'est un peu pour ça que je suis là aujourd'hui, pour vous parler un peu de résilience et de cybersécurité. Allez, super. De notre côté, mon nom est Grégory Mathias et je suis consultant et formateur en informatique, infrastructure et cybersécurité depuis bien longtemps, depuis plus de 25 ans en tout cas. Et donc, nous allons donc parler et accrocher la problématique de la cybersécurité à la résilience d'un territoire, qui est finalement, c'est la première fois que j'entends qu'on mélange les deux sujets. Et pourquoi est-ce que cette thématique me tient à cœur? J'ai été faire un petit peu mes devoirs et étant un peu un vieux de la vieille, j'ai ouvert un dictionnaire et j'ai été lire la définition du mot résilience. Et en écologie, c'est la capacité d'un écosystème, d'un biotope ou d'un groupe d'individus, donc une population, une espèce, à se rétablir après une perturbation extérieure, un incendie, une tempête, défrichement, peu importe. Quand on parle de la résilience d'une organisation, on parle de la capacité d'une organisation à anticiper, à se préparer, à répondre et à s'adapter aux changements progressifs et aux perturbations soudaines afin de survivre et de prospérer. Et puis, quand on parle de cyber-résilience, finalement, c'est la capacité d'un système à continuer à fonctionner même en cas de cyberincident. Elle englobe la capacité à prévenir, à résister et à se relever des incidents de cybersécurité. Autrement dit, la cyber-résilience permet à une organisation de maintenir ses activités malgré les risques et les cyberattaques. Donc finalement, la résilience est une thématique importante. Liée à cette thématique et à la cybersécurité, on a deux réglementations aussi qui sont récentes et qui de manière directe ou indirecte parlent de la cyber-résilience, à savoir la législation du NIS 2, réglementation européenne transcrite en droit belge en 2024, et puis une beaucoup plus récente, le CRA, le Cyber Resilience Act, qui date de décembre 2024 et qui devra se mettre en application pour 2027. Troisième élément, pour lequel je crois que la thématique est vraiment apparue au goût du jour encore de manière plus importante. Les auditeurs se souviendront de cette fameuse coupure d'électricité dans la péninsule ibérique en avril 2025. Et je peux te le partager, Gilles, j'y étais. Et moi aussi. Ah ben parfait, nous allons donc pouvoir partager aussi sur cette problématique. Donc, voilà pourquoi la thématique de la résilience et cyber et d'un territoire sont finalement aujourd'hui un sujet d'actualité. Alors pour continuer, je vais juste présenter quelques constats que je rencontre aujourd'hui dans notre mission et dans nos activités de cybersécurité. Et je démarrais par celui-ci. Il y a une statistique qui m'a beaucoup interpellé déjà en 2017. Dans un rapport de sécurité, il apparaissait que 40% des organisations subissent une perte en termes de clientèle ou de chiffre d'affaires entre 20 et 100% lorsqu'on a une cyberattaque. Et donc, juste pour que les auditeurs comprennent bien, un chef d'entreprise, dès qu'il perd 5% de son chiffre d'affaires, il s'inquiète. Donc là, on parlait entre 20 et 100%. Donc on parle de la survie de l'entreprise. Revenons-en plus récemment, un rapport de 2020, 36% des organisations avouent que le fonctionnement des opérations est très lourdement affecté par une fuite de données, donc un impact super important. Revenons-en encore plus proche de nous. Le World Economic Forum, dans son rapport de 2025, pose la question à l'ensemble des entreprises et celles-ci disent la chose suivante. Dans les 2 à 10 prochaines années, le risque cyber arrive dans le top 10 de l'ensemble des risques que les entreprises vont devoir gérer.
On parle de désinformation, de cyberespionnage, peu importe le terme qu'on va lui donner. Et toujours dans ce même rapport, 45% des CISO, les CISO sont les responsables sécurité dans les entreprises et les organisations, estiment que le risque le plus important est l'arrêt et la perturbation des opérations. Revenons-en encore plus récemment. Ce premier trimestre 2025, les attaques au ransomware, le crypto-ransomware, c'est-à-dire quand finalement tous les systèmes sont à l'arrêt et on vous demande une rançon, ont augmenté par rapport au dernier trimestre de l'année passée de 126%. 2024 est une année qui est arrivée presque à l'apogée, puisque les attaques d'un autre type disruptif qu'on appelle les Web DOS, Distributed Denial of Service, ont augmenté de 548% par rapport à l'année 2023. Et deux autres chiffres, histoire de bien capter la problématique. De toutes les organisations qui subissent une fuite de données secrètes, c'est-à-dire là où il y a de la propriété intellectuelle, dans ce qu'on appelle un guide repository, peu importe, il faut en médiane, 94 jours pour y remédier. 94 jours, on parle de plus de 3 mois. Et pour terminer, dernière statistique, dans un rapport récent de fuite de données, donc le rapport est de 2025, mais on regarde les statistiques de 2024, il apparaît que la transformation des tentatives en fuite de données réelles aboutissent dans 55% des cas, tout secteur confondu, toute taille, dans le monde entier. En 2023, ce taux de succès n'était que de 35%. Voilà qui fait froid dans le dos. Gilles, que penses-tu, toi, par rapport à ton activité et aujourd'hui ton rôle? Quelles sont les choses que tu perçois en tant que gouverneur de la province par rapport à tes missions et qui sont de près ou de loin liées à cette résilience? Alors, je vais rebondir tout de suite par rapport à l'exposé que tu viens de faire sur les chiffres et sur l'augmentation très inquiétante. Moi, comme gouverneur, je suis d'abord autorité de police. Et ce que me disent mes services de police, tout d'abord, c'est un premier constat, c'est que l'infraction la plus commune en Brabant wallon, c'est l'escroquerie cyber. Et donc, c'est déjà un indicateur de préoccupation majeure. Deuxième préoccupation, je suis, comme toujours comme autorité de police, en charge de la gestion de crise sur le territoire provincial. Dans ce contexte-là, la menace majeure, je n'ai pas dit que c'était le risque majeur, mais la menace majeure est celle d'une intrusion dans nos systèmes de télécommunication ou dans nos systèmes d'information IT au moment d'une crise d'une autre nature. C'est identifié comme tel par la gendarmerie nationale en France, mais aussi par nos propres services. Et donc, on a cette crainte que des hackers profitent d'une crise, par exemple liée à un blackout, comme on a pu le voir en Espagne ou au Portugal, ou lors d'un événement météorologique, et qu'ils profitent de cette crise pour tenter une intrusion sur nos plateformes de gestion de crise ou sur nos moyens de télécommunication. Outre cela, nous sommes dans un climat géopolitique mondial qui s'est fortement détérioré depuis quelques temps, depuis quelques années et maintenant depuis quelques mois, avec une accélération d'attaques contre les services publics venant d'un pays qui n'est plus à décrire, qui est la Russie, mais parfois aussi vraisemblablement de Chine, avec des attaques contre des sites qui appartiennent aux services publics et ou à des organisations ou des structures de services critiques, c'est-à-dire de fourniture d'énergie, de fourniture d'eau, de distribution d'eau, de distribution du gaz éventuellement, voire de services militaires appartenant à la défense ou à la police ou des hôpitaux par exemple. Tous ces organes sont des cibles potentielles, mais pas que potentielles. Le mois dernier, des sites de la province du Brabant wallon ont encore été attaqués. Et donc, on est confronté à cela tout le temps pour le moment, avec cette augmentation de menaces. Et donc, dans ce contexte-là,
notre devoir comme autorité, c'est à la fois de prévenir, et là c'est un peu tous azimuts, donc de travailler la prévention, c'est aussi de travailler la préparation. Donc c'est de voir comment on peut réagir au mieux en cas d'attaque, donc pour éviter l'attaque, mais s'il y a attaque, comment on fait pour y résister et pour augmenter notre résilience face à ce type d'attaque, même si tout est détruit. Et donc on a essayé, et c'est une de mes obsessions, j'essaye de multiplier les mesures backup, les mesures pour les bouées de sauvetage qui nous permettent de travailler malgré tout dans un système dégradé quand telle et telle institution est attaquée. Et malheureusement, on le voit encore avec le site du SPOE il y a quelque temps, les conséquences peuvent être très compliquées. Un bête exemple, c'est que heureusement il n'y a pas eu de forte pluie pendant suite à cette attaque, parce que le site hydrométrie.be de la Wallonie, qui nous permet de mesurer les débits des cours d'eau, que l'on utilise tout le temps dès qu'il y a un peu de pluie, dès qu'il y a une menace d'inondation, bien, ce site était, comme tous les autres sites, sans accès possible. Et donc, c'était une difficulté pour nous. C'est une difficulté pour tous les gestionnaires de crise, y compris pour les particuliers qui vivent près d'un cours d'eau, par exemple, face à la disparition de cette information. Donc, si je paraphrase un petit peu tout ce que tu as cité, la résilience du territoire qui est finalement de ta compétence, en termes cyber, c'est à la fois la préparation, la prévention pour essayer d'éviter un maximum de choses, mais aussi se préparer à une véritable crise et la surmonter. C'est finalement, tu rejoins la définition standard que le Larousse donne, peu importe, sauf qu'on parle du territoire ici, c'est une dimension sociétale plutôt qu'individuelle. Voilà. Et je pense que là où il faut insister, c'est que la menace, c'est ce qu'on appelle la menace hybride. Elle peut venir de partout. Et donc, elle peut être accompagnée de sabotage physique, comme elle peut être accompagnée de sabotage de type informatique. Et donc, il faut vraiment avoir cette préoccupation multifacette par rapport à l'organisation, je vais en parler en termes militaires, mais de la défense face à ce type d'agression. Et pour nous, c'est essentiel de protéger les entreprises aussi. Parce que les entreprises, on vit dans un écosystème qui est totalement interconnecté, et donc on a un besoin vital de l'économie des entreprises, et il rentre dans ma mission dès lors d'essayer de les sensibiliser aussi à une protection maximale face à ce type d'attaque, qu'elle soit de nature criminelle ou de nature malveillante. C'est d'ailleurs un des programmes que l'on a développé dans le cadre du projet de résilience que l'on mène en Brabant wallon, autant par rapport à des menaces de type inondation ou d'autres types de catastrophes. On a un programme spécifique qui s'appelle BE Response, donc vraiment en sens de crisis response, de façon à adapter une réponse qui implique beaucoup plus les citoyens et les entreprises dans la réaction face aux crises. Et dans ce contexte-là, il y a plusieurs axes d'action sur lesquels je vais passer, mais il y a notamment un axe qui est la lutte contre les actions malveillantes que l'on tente de développer avec notamment les services de police ou les services de renseignement. Très bien. Alors, je ne sais pas, Gilles, si tu le sais, quelle est la mission, ce qu'on appelle le mission statement de MCG ? Tu ne le connais peut-être pas, mais je vais peut-être juste le lire. C'est contribuer à la croissance des entreprises et des organisations en apportant des solutions cyber-résilientes à leur digitalisation. Donc déjà à l'époque, quand on a commencé à penser à la mission à laquelle on a adhéré en termes de société, on parlait déjà de cyber-résilience finalement pour nos clients, qui ne sont pas que des entreprises privées, mais qui sont aussi dans le secteur public. Alors, à notre petite échelle, bien sûr, on apporte notre pierre à l'édifice, à cette résilience. De quelle manière ? D'abord, on essaye d'évaluer
leur statut, leur situation actuelle, pour finalement fournir un tas de recommandations. C'est ce que tu as appelé la prévention. Donc cette première étape est vraiment très importante parce que la prévention est le premier élément. Si on ne sait pas où on en est, on ne sait pas ce qu'on doit faire. Donc ça, c'est la première étape où on apporte notre pierre à l'édifice. La deuxième, c'est bien sûr, on déploie des solutions et des services pour gérer le risque au niveau qu'ils souhaitent, parce qu'il n'y a pas de niveau à imposer, il y a un niveau à souhaiter. En tout cas par nos clients. Et autre chose, évidemment, et là, c'est le genre de choses qu'on préfère moins, c'est intervenir en cas d'incident grave, ce qui est déjà arrivé quelques fois. Ceci dit, toute société, peu importe qu'il soit prestataire de services ou pas, doit participer à l'élévation du niveau de cyber-résilience au niveau global et citoyenne. C'est une mission citoyenne aussi. Et dans ce cadre-là, nous avons deux axes. Nous, on fait partie du CMIB, Cyber Made in Belgium, qui est une initiative d'Agoria, dans lequel nous participons à l'évolution, à diffuser ces bonnes pratiques, etc. Et deuxième chose, et ça tu le sais peut-être pas, mais depuis la création de la société, nous formons des profils qui vont permettre quand ils iront travailler aux sociétés, dans les organisations, à faire évoluer le niveau de sécurité, de cyber-résilience. Donc à notre petite échelle, on a une contribution citoyenne malgré tout. Et il paraît évident que tout un chacun devrait le faire. Hein. Tu as parlé tout à l'heure d'une initiative qui est BW Response, mais est-ce que tu n'en as pas d'autres? Parce que je crois que tu en as fait quelques-unes ici dans le Brabant wallon, dans cet axe de cyber-résilience. Mais justement, dans le contexte de BW Response, on a notamment organisé un premier colloque avec Agoria et toute une série d'entreprises dont la tienne, et on en organisera un autre, ici le 7 novembre à la sucrerie, qui est vraiment destiné à tous les entrepreneurs, qu'ils soient publics ou privés, qui sont face à une mission importante dans leur, et notamment les entreprises publiques, parce qu'on veut continuer de les sensibiliser face aux risques et à la menace hybride, à cette menace de guerre hybride que l'on a maintenant, et de dire c'est pas de la fiction, c'est là. Et donc, il faut lutter. En gestion de crise, un des premiers sujets, c'est de lutter contre le déni. Et je pense que vous êtes dans le même type de situation. Vous devez sensibiliser et donc faire en sorte que les personnes mettent les bons mots sur les menaces ou les risques auxquels ils vont être confrontés. Et quand ils sont confrontés, qu'ils ne tournent pas autour du pot. Donc, il y a un moment donné, il faut se dire qu'on est dans une situation X ou Y, mais il faut donner le bon mot pour pouvoir réagir de façon adéquate. Le pire de tout, c'est de se dire ça va passer, on va s'en sortir comme ça, ça n'est pas grave, on va passer à travers et on espère que ceci, cela. Dans ces cas-là, généralement, la situation est vraiment dramatique parce qu'on perd un temps considérable alors qu'on doit réagir le plus rapidement possible. Pas n'importe comment, pas dans la confusion, mais ça, vous le savez mieux que moi, mais par contre, de façon adéquate et efficace. C'est très bien. On va vraiment échanger sur la coupure d'électricité parce que oui. C'était très symptomatique de la problématique de comment les gens réagissent à une situation de crise, surtout quand elle est non prévue. Ouais. J'avais une question. Donc la directive Nice 2, qui a été transcrite en droit belge en 2024 et qui définit les organisations dites importantes ou essentielles, était claire sur les mesures à adopter. Le CCB a défini son framework, le Siphon. Comment vois-tu l'évolution de l'application de cela dans les infrastructures dites critiques aujourd'hui du Brabant wallon? Alors, je pense que ce qui a eu très porteur grâce à cette directive, c'est la conscientisation de l'ensemble des échelons, enfin de l'ensemble de la chaîne. Et donc, y compris les prestataires, les sous-traitants. Et donc, là, il y a une vraie préoccupation. Or,
on constate effectivement dans toutes les attaques que généralement on passe par un maillon faible. Et donc de faire le travail de façon un peu, le terme est à la mode, holistique, en observant l'ensemble du fonctionnement du système, nous permet de mieux résister. Et donc on a exactement le même type de préoccupation par rapport à la fourniture des biens essentiels. Et je vais rebondir sur le blackout observé en Espagne et au Portugal. Pour nous, les gestionnaires de crise, les gouverneurs, donc tous les ans, on a une évaluation avec Elia du risque de blackout. Le risque de blackout, c'est un des risques les plus importants pour nous. Pourquoi ? Parce que tout dépend de la fourniture d'électricité. La fourniture des autres énergies est liée à l'existence de l'électricité. Les télécommunications dépendent de la fourniture d'électricité. Donc on sait combien de temps on peut tenir sans électricité. La grande difficulté est aussi la remise en état. Et là, moi j'ai été très étonné que ce soit aussi rapide en Espagne et au Portugal, qu'au bout de 12 heures, ils soient parvenus à rétablir l'essentiel de la situation. Je ne vous cache pas que en tout cas les premiers exercices que l'on a fait sur le sujet, on partait sur des durées beaucoup plus longues, avec des complications majeures, par exemple pour les personnes qui ont besoin d'oxygène à domicile. Donc on sait qu'il y a eu 1 ou 2 décès en Espagne qui sont liés notamment à cela. Et donc il y a à l'époque où on parlait beaucoup de délestage, donc ce sont des opérations programmées pour quelques heures pour éviter justement une situation de blackout. Et donc là, on s'y était pas mal préparé. On a un plan. Toute la Belgique a un plan par rapport à cela, et tous les gouverneurs en ont un. Mais on a aussi une crainte, parce que vous savez qu'en matière d'électricité, on peut avoir des crises de sous-production comme des crises de surproduction, ce que je soupçonne quand même être un peu à l'origine de l'incident en Espagne-Portugal, puisqu'il y avait beaucoup de vent et beaucoup de soleil ce jour-là. Et donc, on a des difficultés à harmoniser la production entre l'offre et la demande, en réalité, de manière à garder la même tension. Et donc, il y a des tas de mécanismes de protection. Toujours est-il que de temps en temps, il y a quand même une panne et que celle-ci peut avoir effectivement des conséquences dramatiques pour la suite. Et donc, c'est une des préoccupations majeures que l'on a parce que comment fait-on ? On a des solutions de secours en Brabant wallon, on en a quelques-unes que je ne vais pas toutes dévoiler, mais on en a parfois qui sont d'une très grosse robustesse avec des batteries autonomes et l'utilisation de fréquences radio qui sont inhabituelles, on va dire, pour pouvoir quand même au cas où nos réseaux de télécommunications officiels sont impactés ou si nos plateformes sont impactées, avoir des solutions de rechange pour pouvoir travailler malgré tout. Mais c'est très bien de repartir de cet exemple-là parce que je vais te partager une expérience, une double expérience vécue. La première, c'est un voyage à Cuba, très récent, septembre de l'année passée, et puis ce blackout vécu à Lisbonne. Donc parti à Cuba, on décide de faire un tour, de visiter le pays, et j'apprends à mes dépens, parce que ce n'était pas très clair dans les guides, qu'en fait, à l'époque, toutes les régions, sauf la Havane, sont délestées, entre 4 et 8 heures par jour d'électricité. Et donc, premier choc culturel, évidemment, de partir dans un pays où on nous dit qu'il n'y a plus d'électricité. Donc, évidemment, 35 degrés, 95% de taux d'humidité, donc plus d'ERCO. Ça, c'est pour le confort, mais plus de GSM, plus de connexion Internet. On se coupe du monde entier. Et en fait, ce qui était assez amusant, parce que voilà, tu es peut-être au restaurant en train de manger pendant la coupure, ils connaissent la coupure le matin, ils savent à quel moment elle va arriver dans la journée. On voit que les Cubains, ils étaient prêts. Ils étaient tous prêts.
Ils avaient tous leur petit groupe électrogène en fonction de ce qu'ils devaient faire. Que quand la coupure arrivait, les gens étaient très disciplinés, ben voilà, ça s'arrêtait, ou ils vivaient d'une autre manière. Ils s'en accommodaient et ils étaient prêts. Par contre, quand c'est arrivé à Lisbonne, de l'avoir vécu, c'était pas le chaos total, mais on remarquait bien que les gens n'étaient pas prêts. Les gens n'étaient pas prêts à subir quelque chose de ce type-là, un délestage, peu importe. Et une expérience vécue m'a doublement interpellé, c'est que la coupure est arrivée vers midi quart, quelque chose comme ça à Lisbonne. Et donc, on arrive sur le moment du lunch. Mais alors, on ne sait plus payer avec une carte de crédit. Non. Et donc, seules les personnes qui avaient du cash pouvaient manger, tandis que les autres ne savaient pas. Et donc, ça m'a beaucoup interpellé. D'un côté, avec la préparation de la population, finalement, quelque chose qui, a priori, n'est pas logique d'être délesté tous les jours, mais voilà, ils le savent et ils sont prêts. Et d'un autre côté, une population qui, finalement, n'a pas du tout l'habitude qu'une crise arrive. Est-ce que ce n'est pas quelque chose d'inquiétant ? Alors, si. Et donc, c'est un peu notre obsession aussi, c'est de préparer la population. Et donc, on rigole un petit peu quand on fait la promotion du kit de survie pour familial ou individuel, mais dedans, il y a notamment un petit peu de cash, donc c'est un peu archaïque. Il y a de l'eau. Alors, par exemple, la distribution de l'eau, elle est rapidement... là où j'étais moi, j'étais dans le sud du Portugal au moment de la coupure. Bien, il y avait une partie de la ville où il n'y avait plus d'eau distribuée. Et donc, moi, mon premier réflexe a été d'appeler, tant que le GSM fonctionnait, ma belle-sœur et de lui dire de remplir un maximum de bidons d'eau parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et donc, voilà, c'est effectivement de former la population, préparer la population est essentiel aussi. Ce qu'on essaye de faire aussi dans le cadre du programme BWI Response, donc j'ai fait une tournée des 27 communes pour sensibiliser notamment les habitants à mieux se préparer face aux crises. Et on insiste sur cette préparation qui est aussi individuelle, d'avoir un minimum de moyens à la maison, d'avoir un plan d'urgence familiale, d'avoir son petit kit. Alors, ce n'est pas parce qu'on craint qu'il y ait la guerre demain et que les Russes n'attaquent à l'aube. C'est parce qu'il y a des tas de situations où c'est utile d'avoir sous la main ces papiers, les choses essentielles pour pouvoir tenir, notamment lors d'une coupure d'électricité ou d'un incident d'une autre nature qui fait qu'on va couper l'électricité. À titre d'exemple, lors d'inondations à Cour-Saint-Étienne en 2016, on a failli décider, parce qu'il y a une sous-station à Cour-Saint-Étienne, vu la montée de l'eau, j'étais avec les gens d'Orès et on hésitait à couper ou pas la station. Le problème, c'est qu'elle dessert, y compris l'hôpital Saint-Pierre, qui a un groupe électrogène, donc pour les fonctions essentielles. Mais faire fonctionner un groupe électrogène, c'est toujours avec un petit risque. Donc oui, ça va marcher normalement, mais de temps en temps, ça ne marche pas parce qu'il y a un peu trop de mazout ancien dedans et des trucs dans ce goût-là. Et donc, c'est toujours un petit peu risqué. Et puis, il y a toujours des situations qui ne vont pas. Et puis, il y avait des tas d'autres personnes qui auraient été fortement impactées par cette coupure qui aurait dû durer longtemps à cause de l'eau. Alors, ça a été vraiment une décision sur le terrain qu'on a postposée jusqu'à la dernière minute. On n'a pas dû le faire, on est passé à travers. Mais voilà, c'est le genre de choses qu'on peut avoir sur un incident d'une autre nature et qui auront des conséquences importantes pour les citoyens. Dans le même ordre d'idées, est-ce que tu ne trouverais pas qu'il faudrait conseiller ou aider les entreprises ou les institutions publiques à créer ce kit de survie en cyber-résilience ? Bien sûr. Et donc, c'est vraiment aussi c'est une des clés. C'est à la fois sensibiliser, c'est la première étape, donc sortir du déni. Nous aussi, on peut être victime à un moment donné, on peut être impacté. On doit se préparer. Mieux on sera préparé, mieux on résistera, plus on sera robuste. Deuxièmement, comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, on se prépare soi-même. Donc, il ne faut pas tout attendre de l'État. On doit être, je dirais, soi-même suffisamment résistant et surtout, et là-dedans, par rapport à la défense, si je puis dire, des citoyens comme des entreprises, c'est qu'est-ce que je peux faire pour empêcher l'attaque
Et donc, comment je fais pour limiter le nombre de failles? Empêcher, ça c'est toujours un peu compliqué, totalement. Donc, mais limitons les risques, réduisons les risques. Et ça, c'est un travail effectivement qui est commun de préoccupation commune en tout cas. Mais effectivement, peut-être quelque chose que nos auditeurs doivent bien comprendre, parce que tous les rapports convergent, c'est que la prévention coûte entre 4 et 10 fois moins cher que réparer un incident qui va avoir des conséquences désastreuses sur le fonctionnement de l'entreprise ou de l'institution ou du territoire dans le cas qui nous occupe. Donc la prévention avant tout, ça c'est clair. Et je retiens finalement cette idée qui vient de naître là, le kit de survie pour les entreprises et pour les institutions en termes cyber, ça serait bien qu'on se penche là-dessus. Conclusion de ce petit échange. Mais d'abord, je crois que le sujet était plus que d'actualité vu les éléments récents, qu'ils soient géopolitiques ou qu'ils soient simplement de crise énergétique ou d'outage finalement dans d'autres pays. C'est aussi un sujet d'actualité parce que la cybersécurité est évidemment un sujet d'actualité qui arrive de plus en plus dans les médias et qui fait énormément de dégâts et qui coûte très cher à la fois aux entreprises mais aussi aux citoyens parce que finalement à un moment donné ça coûte à l'économie et ça coûte en termes d'impôts. Et donc ce sujet on a essayé de l'aborder avec finalement deux perspectives qui se rejoignent très fort, à la fois la vision d'un gouverneur qui doit s'occuper de la province et de sa résilience en termes de territoire à tout point de vue, hein, puisque tu n'as pas que la cyber, mais tu as tout le reste aussi. Et finalement, notre point de vue à nous, qui nous sommes beaucoup plus focalisés sur la cybersécurité et finalement la cyber-résilience de nos clients. Et bon, finalement, je souligne, j'insiste peut-être sur toutes les initiatives que tu as mises en œuvre finalement ici en Brabant Wallon, que ce soit le Beware Response, que ce soit les colloques ou autre chose, ou ta volonté finalement d'aller vers du mieux. Et que conclure de plus que de dire que finalement les solutions, ou en tout cas les actions sont en marche dans le Brabant Wallon et qu'on espère qu'elles porteront leurs fruits. Merci beaucoup Gilles. Merci à toi. Bonne journée. Bonne journée.